Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 20e journée du top 14. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne YouTube, je fais du contenu ultra régulièrement sur le top 14, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup. Mais bref, passons aux analyses des matchs, et notamment le premier de samedi, à savoir Toulouse qui recevait son dauphin Montpellierin. Donc clairement c'était un match séduisant sur le papier, et même dans les faits, et c'est sur ce genre de rencontre qu'on voit que Montpellier va être un candidat plus que crédible à la demi-finale directe. Parce qu'avec même une équipe qui était assez remaniée de la part des Montpelliérains, il y a un jeu qui était assez structuré et surtout plaisant à voir. Ce qui était intéressant à regarder, c'est que comme d'habitude, Toulouse a plus possédé le ballon, ils ont eu 59% de possession sur tout le match, donc 41% pour Montpellier, mais c'est Montpellier qui a mieux géré le territoire, avec 59% d'occupation contre 41% pour Toulouse. Mais là où Montpellier a un peu failli, et c'est ce qui a permis à Toulouse d'imposer des séquences, c'est tout simplement que les plaquages n'étaient pas assez virulents, du moins ils laissaient trop facilement les Toulousains jouer après contact, et on sait que c'est la grande force de cette équipe. Sur le match, les Toulousains n'ont pas renié leur ADN, puisqu'ils ont tapé au pied tous les 11,1 ballons, c'est-à-dire que vraiment l'idée première, c'était de jouer à la main. Mais ce qui peut paraître paradoxal, c'est que malgré l'argument que je suis en train d'énoncer, Montpellier a réalisé pas moins de 7 plaquages dominants, ce qui est vraiment pas mal. Et puis offensivement, on a vu des belles actions de la part de Montpellier, mais malheureusement, il reste toujours moins fort que Toulouse, avec ses 389 mètres parcourus avec le ballon en main après contact. C'est ce qui a permis clairement à Toulouse d'aller chercher des essais. En tout cas, c'était une belle bataille qui annonce la couleur pour les phases finales. On enchaîne avec le multiplex et le premier match, à savoir Lyon-UBB. Bon, c'est une belle opération comptable pour l'UBB. Mais sur le match, j'ai une lecture qui, on va dire, est un peu contrastée. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une anomalie qu'il gagne, mais on va dire que Lyon peut se mordre les doigts. Parce que oui, certes, l'UBB a été efficace dès qu'ils ont eu des occasions, avec notamment en début de match les essais de Laharag et Lucu, mais c'est surtout Lyon qui s'en est procuré le plus à mes yeux. Le problème des Lyonnais, c'est qu'ils ont vendangé un nombre d'actions assez faramineux. J'ai notamment en tête une action positive de turnover avec un premier franchissement, et Dylan Cretin, au lieu d'essayer de continuer à faire vivre le ballon, trouve un 50-22, certes, joue au pied, mais une touche qui va être perdue par la suite. Alors que c'était un ballon qui était vraiment utilisable et qui aurait pu amener à une occasion d'essai. Entre ces mauvais choix-là et les en avant, Lyon a perdu pas moins de 19 ballons dans le match. C'est beaucoup trop, ils ont égaré beaucoup trop de munitions. Alors que des munitions, ils en avaient parce qu'ils dominaient la conquête. Ils ont gagné 100% de leur mêlée contre 63% pour l'UBB, 88% de leur touche à 77. De plus, il y a eu une période creuse en milieu de match où l'UBB commençait à accumuler les fautes, avec notamment le carton jaune de Boniface qui venait mettre un point d'orgue sur cette indiscipline. Mais malgré tout, pendant cette période de supériorité numérique pendant 10 minutes, ils ne vont marquer que 3 points, à savoir les 3 points de la fameuse pénalité d'Hugo Boniface. Et ces choix-là, je les comprends pas d'avoir pris les points. Il y avait une période de domination lyonnaise, et au lieu de vouloir aller marquer un essai pour prendre le large, ils ont pris les points. Au final, il y en a une qui est réussie, une qui est ratée, et derrière, un seul essai de Bordeaux a suffi pour gagner le match. Ces choix me semblaient pas pertinents, et je pense que Lyon perd à cause de ça. Une autre équipe qui peut avoir les boules, c'est le Racing 92. Parce qu'effectivement, ils ont perdu à 2 minutes de la fin sur le terrain de la section paloise, alors qu'ils ont mené pendant 73 minutes. Ça a tout d'une mauvaise opération, surtout qu'ils avaient mis les ingrédients, à mon sens, le Racing pour aller gagner à l'extérieur. Bon, Pau a eu beaucoup plus le ballon que le Racing. 69% de possession, donc 31% pour le Racing, c'est assez faible. Mais comme ils faisaient que défendre, les Racingmen, ils avaient mis la bonne agressivité pour contrer les attaques paloises. Ils ont fait 220 plaquages contre 84 pour la section. Bon, ils en ont quand même manqué 39, mais bon, sur 220, ça va, ça fait un bon ratio. La section n'en a manqué que 13, et du coup, au ratio, ça fait 85% de réussite au plaquage pour le Racing et 87 pour Pau, donc c'est assez équilibré. Mais là où les Racingmen ont été très forts sur ce match, c'est sur les plaquages dominants. 22 plaquages dominants sur une rencontre, c'est juste énorme, sans compter aussi les ballons, les plusieurs ballons qui ont été gardés en l'air pour créer des molles. Mais bon, le seul problème pour le Racing, c'est qu'à force de défendre, ils ont craqué en fin de match. Parce que oui, comme je disais, donc Pau a beaucoup eu le ballon, les 69%, ils ont aussi beaucoup occupé le terrain, avec 61% des ballons joués dans le terrain du Racing, mais la section a commis pas mal de maladresses, qui font qu'ils n'ont pas été efficaces. Seulement 2 points marqués par entrée dans les 22, contre 3,4 pour le Racing. Il y a un petit écart quand même en termes d'efficacité. Le problème de la section sur ce match, parce que je pense qu'ils font un mauvais match malgré la victoire, c'est qu'ils ont aussi perdu beaucoup de ballons. Entre les en avant, les maladresses, les ballons grattés, les molles récupérés pour le Racing, ils ont perdu trop de ballons quoi. Ils étaient pris dans l'agressivité comme je le dis,
Et pour essayer de la contrer, cette agressivité, ils essayaient de mettre plus d'envie. Sauf que le problème, c'est que ça menait souvent à des situations qui inversaient la tendance. Une tendance qui était positive pour Pau devenait une tendance négative. Je pense notamment à plusieurs situations où on a notamment Sacha Zegger qui vient faire un écran à 5 mètres de l'embut du Racing, ou encore Loïc Redos qui ramasse un ballon, qui avance sur 2 mètres, mais qui s'isole et se fait gratter. Et donc, il n'y avait pas cette continuité dans le match de la section. Mais bon, malgré tout, à force, ils vont réussir à imposer une belle séquence, la seule vraie du match, j'ai l'impression, où ça dure 2-3 minutes, ils sont patients, ils imposent des temps de jeu au Racing et finissent par marquer avec Whitelock. Et là où c'est dur pour le Racing, c'est sur le renvoi juste derrière à 10 secondes de la fin, l'essai de Gailleton qui doit jamais être pris quand t'es le Racing, mais bon, avec tous les efforts qu'ils ont fait en défense pendant tout le match, je peux comprendre qu'ils craquent, même si c'est rageant de pas prendre un bonus défensif sur ce match. On continue avec encore une équipe qui doit faire la gueule, c'est Toulon qui se déplaçait à Perpignan. Franchement, ils s'enfoncent dans la crise. Après, sur la première mi-temps, c'est clairement Perpignan qui domine. Ils ont plus de possession, ils sont plus efficaces, ils ont beaucoup plus de collisions remportées, et c'est logiquement qu'ils mènent à la pause. Puis en seconde mi-temps, c'est à Toulon de se retrouver un peu dans le jeu. Mais le problème de Toulon, c'est qu'ils ont le ballon, mais ils ont été ultra inefficaces. 1,2 points marqués par entrée dans les 22 mètres. 14 entrées pour 20 points marqués. C'est juste rien du tout. Et le pire, c'est clairement cette action à la 66e minute, où il y a 24-20 au score pour Perpignan. Toulon a un ballon à 2 mètres de la ligne de Perpignan, se fait refouler en voulant écarter le ballon, recule de 60 mètres et ne marque pas. Alors que je pense que s'ils marquaient à la 66e, sachant qu'ils étaient vraiment revenus de loin en seconde période, je pense qu'ils auraient pu gagner le match. Parce qu'en face, Perpignan, avec peu de munitions, en fait, ils ont marqué tout le temps en seconde mi-temps, parce qu'ils ont pas eu beaucoup de ballons en seconde mi-temps, mais dès qu'il fallait, ils ont marqué avec Alan et Forner. Et dans l'ensemble, eux, ça a été l'extrême inverse, ils ont eu moins de ballons, mais dès qu'ils avaient des possessions intéressantes, ils marquaient, puisqu'il y a eu 5,5 points marqués par entrée dans les 22. Le pire pour Toulon, c'est que toutes les statistiques offensives sont en leur faveur. 179 passes à 119. 137 ballons touchés à 110, 340 mètres après contact à 247, et enfin 8 franchissements à 4. Bref, Toulon a été meilleur offensivement si on s'en croit aux statistiques, mais a pêché dans la finition, et c'est ce qui leur coûte la victoire. Même la dernière action, ils ont la possibilité de prendre un bonus défensif, mais encore une fois, en voulant écarter, ils gâchent une munition, récupérer, turnover, et c'est de Perpignan qui vient ponctuer la victoire des Catalans. On va parler vite fait de Castres qui recevait Montauban. Bon, Castres peut croire à une qualification, même si la performance était pas non plus exceptionnelle, j'ai trouvé. Oui, ils étaient plus forts, mais ça se voit qu'ils sont dans une petite période de creux parce qu'ils étaient pas trop inspirés. Ils ont réussi à marquer grâce à une énorme activité de leurs avants qui ont réussi à trouver des brèches là où les trois quarts avaient du mal à se trouver. Néanmoins, on a vu beaucoup de petites erreurs de la part des Castrés qui montrent qu'ils sont pas encore pleinement confiants, qu'ils sont dans une période un peu creuse, notamment Pierre Poplin en début de match qui, sur un bras cassé, veut taper un coup de pied 3 mètres devant la marque et donc l'arbitre redonne mêlée à Montauban. On a aussi le premier essai de Kylian Ringuet qui intervient après une touche volée de Castres dans ses propres 22, une passe de Pierre Colonna qui arrive un peu n'importe comment à Jack Goudou, le tampon de la part de Maxime Espeux sur Jack Goudou, ballon récupéré et plusieurs séquences plus tard, Kylian Ringuet inscrit le premier essai de Montauban. Au total, il y a eu 19 ballons perdus par Castres. Après, il y avait un peu de pluie, donc ça peut s'entendre. Mais bon, ça reste beaucoup. Et il y a eu 14 pénalités et un carton jaune. C'est des détails, en fait, qu'il va falloir régler quand Castres va affronter des équipes qui seront supérieures. Parce que là, ça passe parce que Montauban est un niveau en dessous. Mais face à des équipes, des concurrents directs pour le top 6, je sais pas si ça va être de même. On passe au match du samedi soir, à savoir Bayonne qui recevait La Rochelle au stade Anoeta. Bon, clairement, est-ce que c'était du MMA ou du rugby? C'était clairement une purge à regarder, c'était du chaos de partout. Entre les joueurs qui étaient là pour désosser les adversaires et les fautes techniques, ce match c'était pas vraiment une bonne pub pour le rugby. Déjà, on va désamorcer tout de suite, oui, Bayonne doit prendre 2 cartons rouges, celui de Bruni est ultra justifié, mais Tatafou pour moi aurait dû prendre carton rouge. Cependant, on peut dire à La Rochelle qu'ils ont droit de bien jouer quand ils sont en supériorité numérique. En tout, ils ont passé 17 minutes à 15 contre 14, et 4 minutes à 15 contre 13. Ils ont passé également 3 minutes à 14 contre 13, donc bref, ça fait plus de 20 minutes en supériorité numérique. Et pendant ces 20 minutes-là, ils n'ont marqué que 10 points. Pire, quand ils étaient à 14 contre 13, ils ont réussi à en encaisser 3. En face, Bayonne a été très efficace dès qu'ils se sont retrouvés en supériorité numérique en seconde mi-temps. Et encore, je dis supériorité, mais c'était plus égalité numérique et de temps en temps un peu de supériorité, parce qu'il y a eu 14 minutes
à 14 contre 14 et seulement 3 minutes à 14 contre 13. Et c'est pendant ces périodes-là que Bayonne va accélérer pour marquer 2 essais avec Cherty-Berguin notamment. Et cette différence de gestion en supériorité numérique ou en égalité numérique, c'est clairement ce qui a fait pencher la pièce en faveur de Bayonne. La Rochelle avait largement les capacités d'aller gagner à Bayonne, surtout vu le début de match qui était assez chaotique, mais ils se sont pris les pieds dans le tapis tout seuls et ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Et enfin, le match de dimanche, c'était le Stade Français qui recevait Clermont. Bon, clairement, c'était un scénario que j'aurais pas pu prévoir. Au début, le Stade Français met énormément de vitesse dans son jeu et grâce à ça, il va trouver des brèches pour mener assez rapidement 17-0. En face, on a un Clermont qui est dépassé, ça va trop vite et commet beaucoup de fautes qui sont évitables, notamment le carton jaune de Sacha Lautrian qui est clairement évitable. Malgré tout, en début de seconde période, les Clermontois vont réussir à revenir à 24-15, donc le match est totalement relancé, mais pour moi, il va y avoir un choix stratégique tournant, c'est le fait de prendre les points et de potentiellement passer à 24-18 au lieu d'aller en touche. On était dans un moment où Clermont dominait les débats, ils avaient retrouvé un peu d'énergie, le Stade Français était à l'inverse en manque d'idées en début de seconde période, et je ne comprends pas ce choix d'avoir pris les points, surtout à 45 mètres, un peu en coin. Surtout que cette pénalité est ratée, bon ça arrive, mais juste derrière, ils encaissent un essai casquette avec Jeremy Ward qui vient contrer un coup de pied d'Alex Newsom. Et derrière, Clermont aura du mal à concrétiser les actions, ils vont pousser pour inscrire un essai avec Étienne Fourcade, et ce sera la seule réalisation de la fin de match. Ils vont se fatiguer parce que le Stade Français va retrouver de la vitesse et finir par craquer complètement en encaissant 33 points en 11 minutes. Et c'est con pour Clermont parce que Paris avait eu un début de seconde période difficile, avec notamment plusieurs erreurs de Kerr, Barlow et tout, mais c'est clairement cette fin de match qui va plomber les Clermontois, avec notamment le carton jaune de Joris Jurand qui va permettre au Stade Français de jouer dans la zone laissée vide par l'ailier et de marquer beaucoup d'essais. On passe maintenant au top et au flop. En top, je vais d'abord aller sur Louis Carbonel. Si le Stade Français a pu mettre beaucoup de vitesse dans son jeu, c'est pas pour rien, c'est parce que la charnière a été bonne, et notamment le numéro 10. J'en ai déjà parlé, mais je trouve que l'axe 10, 12, 13 du Stade Français est ultra efficace, que ce soit offensivement ou même défensivement. De plus, il a fait 9 sur 10 face au Perche, et même en défense, c'était honorable, même s'il aime pas trop plaquer sur Léon Darry Carrère. En deuxième top, je vais aller sur Pesoli Yato. Je trouve qu'il a une dimension physique qui est vraiment impressionnante et de semaine en semaine, il prend de plus en plus d'ampleur. Au niveau des statistiques, c'est le joueur qui a le plus touché de ballon du match avec 15 ballons touchés, 35 mètres parcourus et un essai. Et même en défense, il a fait 9 sur 10 au plaquage. Enfin, le dernier top, c'est Paul Graou. Je trouve qu'il colle parfaitement au ballon et il a fait clairement un très bon match dans l'animation en étant dangereux et en gérant parfaitement le jeu toulousain. Et au niveau des stats, il a porté 8 fois le ballon en plus de toutes ses passes, il a fait 90 mètres ballon en main pour 2 essais. Et en flop, je me suis pas embêté, j'ai mis tout simplement les 6 joueurs qui ont pris un carton lors de Bayonne-La Rochelle parce que c'était tellement une purge que j'avais l'impression de voir du MMA à la place du rugby. Au niveau du classement, ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est la bataille pour la seconde place entre Pau, le Stade Français et Bordeaux-Bègles à 59 points, puis Montpellier qui est juste derrière à 55 points, et d'ailleurs je pense que ces 4 clubs sont qualifiés, en plus évidemment du Stade Toulousain. Et après il va y avoir une grosse bataille pour la 6ème place entre Clermont, le Racing, Castres. Les autres clubs ça me semble un peu compliqué, même si mathématiquement c'est encore possible. Ça va être intéressant à suivre dans les prochaines semaines. Pour ce qui est des pronos, toujours un peu compliqué de donner des pronostics alors qu'il y a une parenthèse européenne, mais je vais quand même essayer de m'y prêter. La Rochelle, Bordeaux-Bègles, au vu des dynamiques, j'ai envie d'aller sur Bordeaux, c'est logique, mais je vais dire que ça va dépendre du parcours européen de Bordeaux, et notamment de ce fameux potentiel quart de finale face au Stade Toulousain. En fonction du résultat et de la physionomie du match, peut-être que Bordeaux peut arriver fatigué à La Rochelle. Je vais quand même rester sur Bordeaux pour le moment. Clairement, on reçoit Lyon, et pour moi, c'est victoire impérative des Clermontois qui en plus sont plutôt en réussite face aux Lyonnais. Bayonne reçoit Pau, et je vais aller sur Bayonne à domicile. Montpellier-Perpignan, Montpellier avec le bonus offensif. Montauban-Toulon, je vais dire Toulon à Montauban quand même avec le bonus offensif pour essayer de relancer une dynamique. Castres-Toulouse, c'est un match ultra intéressant. Un peu comme pour l'UBB, ça va dépendre un peu de l'état physique de Toulouse, parce que je pense que Castres va se faire éliminer à Northampton, donc aura une semaine de repos à la place du potentiel quart de finale de Champions Cup. Donc je pense que Toulouse va être dans la gestion, surtout qu'ils ont beaucoup de points d'avance, et par conséquent, je vais dire Castres, mais en laissant un point de bonus à Toulouse. Et enfin, le derby parisien pour finir, Racing, Stade Français, deux équipes qui ont presque plus rien à jouer parce que la Challenge Cup, le Racing est éliminé et le Stade Français, je sais pas s'ils vont la jouer à fond.
Je vais quand même dire le Racing à domicile, même si on a vu ces dernières saisons que c'était beaucoup les clubs qui étaient à l'extérieur dans ce derby parisien qui gagnaient. J'irai quand même sur le Racing. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas donc à vous abonner, comme je disais en début de vidéo, m'écrire un commentaire sur cette vidéo, mettre un like, aussi activer la cloche et partager la vidéo. C'est des petits gestes qui m'aident grandement. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je mets les liens en description. C'était Bourrichon. Ciao, ciao.